Vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire mensuelle diffusée sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire, L''IRE, comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Je reçois aujourd'hui Anne de Comines, poète, romancière, essayiste. Elle publie depuis plus d'une trentaine d'années du recueil de poésie au vers pour le théâtre, du livre d'art aux réalisations audiovisuelles, du récit de vie au livre d'entreprise. Son écriture touche tous les genres, mais garde la trace de ce qui la caractérise, cette voix mystique qui porte cette interrogation de nos origines au-delà de nos passages terrestres. Son écriture témoigne de son cheminement initiatique. Alors, elle dirige 2 collections aux éditions Unicité, Le Metteur en Signe et la collection En Question. Question au pluriel, évidemment, Anne. Elle organise des événements littéraires, elle porte la littérature, la transmet sans relâche, notamment dans le livre Parlé par 23 poètes, qui est une anthologie de poètes contemporains parus aux éditions Unicité. Ces textes ont été étudiés à la faculté de Lille et au Sudden Théâtre dans le cadre d'un module poétique. En 2010, elle collabore avec Philippe Tancelin et Fanette Vandeville à la première nuit blanche de la poésie au Théâtre de l'Épée de Bois à la cartoucherie de Vincennes. En 2018, sous l'impulsion de Philippe Tancelin, elle est invitée à l'UNESCO à représenter la France à la Journée mondiale de la poésie consacrée au thème de la paix. Je la reçois aujourd'hui pour qu'elle évoque ses derniers livres, son premier roman, rien que ça, Un chemin spectaculaire, comment relever les défis de la vie, paru chez Champs-Élysées Deauville. Vous sentez-vous à l'article de l'humour suivi de Toutes mes considérations, un recueil de poésie et d'humour paru chez Unicité, et pour son dernier recueil de poésie co-réalisé avec la plasticienne Isabelle Bonté S2, La prophétie intime paru chez Jacques Flamand. Alors donc, Anne de Comines, d'abord, merci d'être avec nous. Merci à vous. Et donc, on voit bien que tu écris de la poésie, tu écris des romans, tu écris des récits de vie, des témoignages, hein. Et je me demandais, pourquoi est-ce que tu explores des genres si différents? Est-ce que ça répond à un besoin particulier? Alors, il y a 2 choses distinctes. Il y a mon travail professionnel et mon travail artistique. Alors, je vais un peu en parler parce Oui. qu'il y a à la fois une distinction entre les 2 et en même temps un point commun. Alors, je travaille ou avec des entreprises ou avec des personnes particulières en tant que prête-plume. Donc, je rédige des récits, des biographies, des carnets d'entretien et je respecte dans tous ces cas la sensibilité de la personne. J'écris à l'endroit de ses émotions. J'écris au lieu qui la relie aux événements de sa vie. Et ce que je dis vaut aussi pour l'entreprise où je traite un sujet avec beaucoup d'humanité. Donc, je suis à la fois loin en tant que prête-plume de ma poésie, mais pas si loin que ça, parce que j'écris avec mon intériorité. Et je sers l'intériorité de l'autre. Alors ça veut dire, pour expliquer, que des gens te racontent leur vie et que toi tu écris, tu es près d'eux et tu écris leur vie, quoi, ce qui est un acte magnifique. Alors, j'écris leur vie, ça peut être également des entretiens sur des sujets professionnels, ça peut être des manuels des modes d'emploi professionnels. Donc ça n'est pas toujours quelque chose, les choses varient. Mmh. Les choses varient, mais dans tous les cas, je suis vraiment au service de la parole intérieure. Mmh. Et donc tu nous disais, voilà. Donc, quand je passe
de mes livres professionnels, de mes commandes à de la poésie, il y a tout de même un sas, une passerelle. Parce que ma poésie est très inspirée et j'essaie de ponctuer mes livres professionnels par une certaine poétique. Mhm. Et c'est une poésie de l'intime, ta poésie, si on peut dire. C'est une poésie symbolique, Mhm. lyrique, parfois très épurée. Et effectivement, c'est une poésie, au-delà de l'intime, c'est une poésie un peu métaphysique. Mhm. Je la revendique comme telle. Ma poésie est une trajectoire initiatique. Elle vient du yoga, elle vient de la franc-maçonnerie, elle vient de ma capacité à pénétrer le corps subtil des choses. Donc, j'essaie de l'écrire comme une parole perdue. Mhm. Oui, c'est que très j'essaie joli. de retrouver. C'est très joli, une parole perdue. Et donc, tu vas chercher la parole perdue des vies et dans les témoignages, hein, certainement, des gens. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que ça te touche et est-ce qu'il faut que tu gardes un recul par rapport à ça? Est-ce que tu as tendance à t'immerger dans la vie des gens pour un particulier, je veux dire, quand tu prêtes? Oui. C'est plus que prêter sa plume. Voilà. Je pose des questions, pas un petit peu d'ordre psychanalytique, pour mieux comprendre ce qui relie le jeu aux événements, Mhm. pour mieux percevoir le cheminement de l'autre, son cheminement karmique, c'est-à-dire la logique des causes et des effets. Comment, à partir d'un état intérieur et d'un état intellectuel, on engendre un cheminement de vie. Mhm. Et j'écris à cette jonction, à ce point de rendez-vous. Et le rendez-vous, c'est l'endroit où l'on se rend. Mhm. C'est vrai. On rend son âme à Dieu, si je puis dire. Ouais, tout à fait. Et tu gardes. Est-ce que c'est peut-être cet exercice j'aime pas le mot prête-plume parce c'est plus que ça. Ça a peut-être à voir. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec quelqu'un qui traduit un poème en langue étrangère? Oui, je pense que c'est similaire au travail de traduction. Traduction des émotions, quête du mot juste pour illustrer l'état d'âme de la personne pour qui j'écris. Mhm. Et donc, je pose des questions un peu dans ce registre. Ouais, par exemple, ce qu'ils ont ressenti, ou bien est-ce que tu fais une globalité de la vie? Ils te racontent un petit peu tout au début et ensuite tu poses des questions? J'ai un questionnaire. Ah oui. Alors, ce questionnaire, au départ, était écrit. Maintenant, il se structure en fonction des propos de la personne. Mais c'est un questionnaire biographique, historique, logique, chronologique, dans lequel je rassemble à la fois le cheminement, les actions. C'est Sartre qui disait qu'on se résume à ce qu'on fait, et moi je tiens à rassembler à la fois ce qu'on fait, ce que l'on est, Mhm. et comment on signe ce qui nous fait signe. Mhm. C'est d'ailleurs le nom de ma collection. Voilà. Chez Unicité, le metteur en signe. Mhm. Je m'étais inspiré de la phrase de Gilles Deleuze, avoir un ami, c'est entendre les signes qu'il vous fait. La collection et mon travail professionnel relèvent un peu de ces signes que je capte et que je mets par écrit. Mhm. Ce que j'appelle des indices pensables en 2 mots. Oui, des indices qu'il suffit de savoir voir finalement. Voilà, détecter. Détecter. Et ton autre collection, donc qui est nouvelle, est-ce que elle reprendra ou elle publie ces récits de vie, la collection en question avec question au pluriel. Metteur en signe, est-ce que tu peux nous parler de tes 2 collections? Metteur en signe, c'est de la poésie, qu'est-ce que c'est? Alors, le metteur en signe, pendant
plus de 2 ans à rassembler de la poésie, des romans, des récits. Mhm. Et puis maintenant, je vais simplement me pencher sur la poésie. Mhm. Et la collection en question est justement destinée aux gens avec qui je travaille. Ce sont des biographies, des journaux intimes, des récits, des cheminements, des entretiens. Et ça permettra à mes clients de pouvoir publier sans difficulté au sein de chez Unicité. Mhm. Alors moi, je vais lire les premières pages de ton livre, ton premier roman, Un chemin spectaculaire, comment relever les défis de la vie, paru aux éditions des Champs-Élysées Deauville, hein, voilà, qui est paru l'année dernière, il me semble. Oui. C'est ça. Le musée du sommeil. Et tu mets une épigraphe, ça veut dire une citation en début de roman. Ce que je voudrais faire, c'est un livre où le sujet soit invisible, et c'est une citation tirée de l'œuvre de Gustave Flaubert. Le musée du sommeil. Il est minuit sous la lune, tandis que la terre réfléchit. Le nez collé à la vitre, je regarde les heures tomber et me sens gagné par le sommeil. Vais-je prendre un livre ou me laisser aimanter par les rêves? Je m'étends sur mon lit, le crâne plein de signes et d'images. Dans ma tête flottent des épées, des masques, des fioles et autres mains gantées. Comment tailler un songe? Léthargique. Pardon. Je me laisse glisser dans le coma des mortels comme une feuille blanche alourdie par le poids de la neige. Mes nuits sont magnétiques et me portent conseil. Je coule peu à peu dans la substance féconde d'un rêve. Prends ta source dans la science des vivants, m'enseigne la voix. Ce n'est pas la première fois qu'elle me dicte des indices cryptés qu'il me faut déchiffrer. Depuis si longtemps, je suis habituée à ces paroles mystérieuses, ces hiéroglyphes à moitié gommés, à cette voix qu'il me faudrait nommer. Toujours, le sommeil m'approfondit, ordonne des résonances et travaille aux perspectives. Comment voir ça? Mon réveil est très long, tortueux. Je suis assommée et regarde lentement le jour à travers la fenêtre. Je recolle mon rêve par petits morceaux. Il revient, adhère aux parois de ma mémoire, continue à me parler. Si seulement il pouvait me guider. Un bon café va me secouer et je serai peut-être plus avancée. Comme d'habitude, je pousse la porte des 2 magots où mon petit noir m'attend. L'air de juin est déjà tiède et m'absorbe doucement. Au milieu des habitués, un homme est accoudé au comptoir. Beau gosse, la cinquantaine souriante, une clarté dans le regard, un air sympathique, je le vois depuis quelque temps. Pour une romancière, rencontrer un inconnu est toujours bon à prendre. S'il s'agissait d'un personnage. Son café avalé, l'homme quitte les lieux et me laisse à mes pensées. Prends ta source dans la science des vivants. La phrase étant, ça demeure dans ma tête. Comment la respirer? Comment s'en servir? Où sommes-nous lorsque nous rêvons? Peut-être vivons-nous selon des plans, des arrière-plans, des cartes imaginaires que nous déployons dans nos livres. C'est vrai ça. D'où écrivons-nous? Nous autres artistes travaillons à la beauté, cette pulsation du mystère. Lorsqu'il nous arrive malheur, nous nous abritons sous une œuvre d'art. Seule quête de la maturité. Sur le chemin de retour, je passe devant un théâtre de rue. Des comédiens se produisent derrière un rideau de lin. Théâtre d'ombre, jolie performance devant l'église Saint-Germain-des-Prés. Première fois que je les vois dans le quartier. De prodigieuses ombres chinoises délivrent des légendes. Je m'arrête un moment extasiée. Entre la transe des doigts et les transes animales, j'aperçois un profil qui chuchote. Cela ressemble à de la poésie. J'entends à peine, je m'approche.
Le tracé du visage me dit quelque chose. Les contours flous de l'homme du café. Étrange impression de déjà-vu. Je suis captivée sous une sorte d'hypnose. Je tends l'oreille à cette langue légèrement étrangère. La voix est posée, les mots sont à peine esquissés. L'important est le souffle, le débit. Je me laisse bercer par cette comptine masquée. Une intensité m'enveloppe, un lien confident. Je laisse monter en moi cette voix intérieure, intrusion dont on a besoin dans le brouhaha constant et autres pollutions médiatiques aux déchets radioactifs. Vous écoutez Lire du Dire, Fréquence Paris Pluriel 106.3 et je reçois Anne de Comines, romancière, essayiste, poète. Pour son premier roman, Un chevin spectaculaire, Comment relever les défis de la vie, pour son dernier recueil de poésie, La prophétie intime, et son, comment on peut appeler Anne, Recueil de poésie et humour. Recueil de poésie et humour, vous sentez-vous à l'article de l'humour, suivi de toutes mes considérations, et nous évoquions ton activité de, j'ai pas envie de dire prête-plume, comment on peut appeler prête-plume, de passeuse d'expérience et de mots. Je vais, si tu as du mal à dire prête-plume, moi je vais t'aider. Ouais. Alors on peut dire comment prêter. Ah. Avec un accent circonflexe sur le E, si je prête ma plume pour filer les émotions des autres, pour les coucher sur le papier, pour qu'elles aient accès à ce que j'appelle la voix confidente, cette voix intérieure. Alors dans l'extrait qu'on a écouté, qui est écrit en prose, tu évoques la poésie. Et cette poésie, c'est un peu une synesthésie, la révélation du sens caché des choses, la révélation d'un rythme qui serait un rythme finalement cosmique, d'une autre perception de la réalité. Est-ce que c'est finalement, parce que moi je voulais te demander une question un petit peu bateau, mais bon, quelle différence entre prose et poésie, mais est-ce qu'il y en a finalement une différence entre la prose et l'écriture poétique quand on... Alors, moi, je n'en fais pas clairement. La manière dont j'ai toujours écrit procède de la poétique. Mais après, tu vas me demander... Qu'est-ce que c'est la poétique ? Alors, même Freud ne savait pas d'où procédait la poésie. Il parlait d'une étrangeté poétique. Alors que ce soit au cœur de cheminements initiatiques choisis ou simplement ma propre inspiration, je pense que la poésie, la poétique procèdent du monde de l'imaginal, le monde des symboles, le monde des représentations cachées. C'est une exploration des arcanes et de l'inconscient collectif et de la conscience collective. Et c'est une manière d'opérer une forme magique, quasi chamanique, avec les mots. C'est-à-dire ordonner les éthers et les faire atterrir dans nos terres intérieures. Donc c'est une manière, comme disent les psychanalystes, de transe, trait d'union formé. On passe à travers la forme pour essayer de caler noir sur blanc quelque chose qui est de l'ordre du flux. Et même ma prose, comme tu le sais, sont des proses poétiques. Mon premier roman, Chemin spectaculaire, est écrit de manière très poétique pour atteindre le cœur du lecteur,
pour atteindre un tremblement, une fois, une envergure, une fois FOI, bien sûr, Ouais. une envergure. Mhm. C'est-à-dire susciter une communion au-delà des mots. Oui, Et une communion et une émergence de la conscience, à la fois du lecteur et la mienne. mhm. C'est un travail, j'allais dire, d'âme à âme. J'ai une tendresse particulière pour le poète Jean-Pierre Dupré, qui était toujours à ce carrefour entre les éthers et les terres profondes. Tu vas me dire, tous les poètes sont à ce lieu de rendez-vous, mais il y a une sensibilité plus fluide chez Jean-Pierre Dupré qui m'a longtemps inspiré. Mais oui. Et ça fait aussi effectivement, depuis Baudelaire, référence à cette recherche dans la poésie, hein, cette prise en compte d'un univers de dimensions qu'on peut rendre perceptibles grâce au verbe. Alors, je pense tout simplement que quand on dit la magie, on entend deux choses. On entend l'âme agit et on Mhm. entend le mage agit. Alors que ce soit Baudelaire ou Mm. Villon ou après ou avant, et notamment chez les surréalistes, il y a une opération, j'allais dire, oui, magique, où les mots relèvent de la vibration. C'est-à-dire, au commencement était le verbe, on retrouve cette parole perdue que nous évoquions tout à l'heure. C'est ce qui nous met en vibration. C'est ce qui anime nos énergies. Donc finalement, le poète est un peu chaman. Mhm. On l'entend très bien, par exemple, dans le travail de quelqu'un comme Serge P. Ah oui, dans la poésie sonore. Ou dans la poésie sonore de quelqu'un comme Patrice Cazel Mhm. ou Elisabeth Morcelet. Mhm. Il y a une mise en mouvement. La poésie devrait engendrer des chorégraphies, des corps et graphies, Oui. en 3 mots. Donc, la parole est vibratoire. Oui, exactement. Et donc, le travail du texte, alors, est-ce qu'on peut dire le travail de la poésie ou le travail du texte en général, qu'il soit poétique, en prose ou quelle que soit sa nature, et le travail des récits de vie, c'est par la vibration, la rencontre sonore de mots, de révéler la dimension vibratoire de l'univers, une dimension cachée. Alors, d'une part, pour les êtres humains, ce que je trouve absolument passionnant dans mon métier d'écriture, comme tu dis, j'essaie d'agir comme un révélateur. Alors, genre en allant puiser à l'endroit, aux endroits inconscients, aux endroits qui cheminent en nous-mêmes comme sur un parchemin, j'essaie de faire émerger à la fois une dimension cachée chez nous-mêmes Mhm. et d'épeler, comme je l'ai écrit plusieurs fois, quelque chose effectivement de l'ordre du cosmique qui s'anime, qui vibre, qui bouge, qui danse et qui est une énergie primordiale. Et je pense que la plume émet. Mhm. Un peu comme dans les mantras, quand on récite des mantras et que ça libère une énergie. Tout à fait. Alors, Tout à fait. justement, j'aimerais bien, tu as dit que tu lirais un petit peu, donc est-ce que tu peux nous lire quelques-uns de tes poèmes ou tu préfères, oui, comme tu veux, les poèmes, moi j'aimerais bien, parce qu'on a évoqué la poésie, ouais, la prophétie intime, et donc ce sont des dessins, tes textes sont accompagnés de dessins à la mine de plomb réalisés par Isabelle Bonté SZ2. Voilà, je suis arrivée à le dire. Il est paru chez Jacques Flamand. Je crois que c'est cette année, cette fois-ci, hein, mars 2022. Et nous t'écoutons avec plaisir pour que tu nous révèles, nous permettes d'accéder
à une dimension vibratoire qui nous serait propre à chacun? Alors, avant de lire, je voulais quand même préciser ce travail Oui, que j'ai réalisé avec Isabelle Bonté et cette 2 est un travail sur l'effacement, voilà. la disparition et en même temps la résurgence. Ce qui reste, comme disait René Char, Mmh. seules les traces font rêver. Voilà, c'est un peu cette démarche que nous avons élaborée entre ces fleurs fanées et mes propres interventions poétiques, mes propres vers. Tant d'équilibre à parfaire dans mon beau sort si solide. Des nuits équitables ont distribué la lumière et le souffle. Le sommeil vient, il sera ma vocation, ma prophétie si pure. Mon ombre, tu parles de si loin, tu m'esquisses là où je ne peux te nommer. Infiltré de lumière dans mon rêve intact, me pressant la sublime densité. Sous ta nuit native, où dansent mes déserts, je te prendrai pour incertitude. Dans une aune pure, le cercle se rétracte, œuvre d'est en être. Au toucher du jour, circonscrire le modelé, hospitalier du regard. Une ronde grave, un visage qui attend, traité de lumière que nul n'a frôlé. Monogramme du temps, flocon de soie, immobile piété au juste geste. J'ai eu vent du soleil, de juste degrés ébruite mon rêve. Oracle d'impatience ignée. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, 106.3 Lire du dire, émission littéraire, et je reçois aujourd'hui Anne de Comines, qui est poète, romancière, éditrice, et tant d'autres choses, Anne. Alors, je la reçois pour son premier roman, Un chemin spectaculaire, comment relever les défis de la vie, pour son dernier recueil de poésie, La prophétie intime, et pour son recueil de poésie humoristique. Vous sentez-vous à l'article de l'humour suivi de toutes mes considérations, Anne. Et nous évoquions la nature de l'écriture poétique. Est-ce que cette dimension de l'écriture poétique permet plus facilement d'aborder des thématiques qui te sont chères que l'écriture en prose, ou est-ce que tu les abordes et c'est pas le même travail? Le thème qui me meut le plus et qui m'émeut est l'origine. D'où procédons-nous? D'où écrivons-nous? C'est cet endroit indicible, introuvable, qui me permet de remonter le fil des choses, le fil de l'inconscient. Et mes paroles, lorsque je les écris sous forme poétique, j'essaie d'en dresser des socles pour laisser passer la lumière qui nous précède, comme je l'ai écrit un jour, et l'ange précède la scène. Et j'écris toujours en étant interrogé par ce sentiment de l'origine, si cher d'ailleurs à Pascal Quignard, Oui, si on le lit. oui, oui, oui. Et tu dis leur dresser des socles. Qu'est-ce que tu veux dire? Lorsque j'écris de la poésie, il y a chez moi un acte fondateur. Tocqueville avait dit un jour « Chaque génération est un peuple qui se fonde ». Eh bien, en me référant un peu à cette idée, lorsque j'écris, c'est une première création, comme son nom l'indique, une sortie de soi-même,
pour aller poser les pierres d'un édifice. C'est une manière de revenir à la source, de revenir à ce qui nous met en mouvement. Et d'essayer de le transcrire, peut-être? Oui, oui, oui. Mais De le transcrire et de l'émaner. Je pense que les poètes écrivent des émanations, des effluves de l'encens. Et transcrire, est-ce que tu penses que le lecteur perçoit au-delà du langage, au-delà du sens du langage, parce que le langage, il a un sens, et certainement, ça occulte la dimension vibratoire des mots, le sens. Non. Est-ce que le lecteur perçoit cet édifice vibratoire que tu tentes de... Alors, les retours que j'ai lorsque j'écris, j'ai l'impression que le lecteur se sent porté par une musicalité, mais alors, à la fois, j'en suis heureuse, mais lorsque j'écris, je mets du sens. Je précise des lieux de rencontre avec le lecteur. J'anime à la fois avec l'inspiration et la raison, j'anime des rendez-vous, ce que je disais tout à l'heure, des endroits où on se rend à l'autre. Et pour moi, la poésie n'est pas uniquement cette musicalité qui déborde notre monde émotionnel, notre paysage émotionnel. C'est aussi préciser l'esprit qui anime à la fois le lecteur et l'auteur. C'est cet esprit qui nous met en recherche constante, qui érige en nous ce venir d'eux, ce devenir, cette capacité que nous avons à venir d'eux, quelque part. Donc, c'est pas une poésie, puisque le jeu du poète, de la poète, est présent dans tes textes, beaucoup dans cette dimension, justement, d'être qui s'interroge sur... mais on peut pas du tout parler de lyrisme, finalement, puisque tu opères une sorte d'effacement, finalement, à travers cette dimension vibratoire. Est-ce que tu souhaites apparaître ou essayer de immerger la voix poétique dans toutes les voix? Alors, c'est une belle question. Alors, ce que j'ai entendu de la part de lecteurs, c'est que mon jeu n'apparaît jamais. C'est toujours un nous. Nous, frères humains. Nous, les âmes rassemblées. Pourquoi écrire absolument à la première personne? La poésie m'abstrait et je l'abstrais. Mais je suis normalement réputé pour faire partie des auteurs dits lyriques. Voilà, c'est pour ça que je te pose la question. Il y a chez moi un cheminement orphique, un cheminement à la fois souterrain et céleste. C'est tout un travail pour essayer de rendre compte des cieux qui nous réfléchissent. C'est comme ça que je pourrais distiller mon jeu. Et qu'est-ce que tu entends par une poésie orphique? Qu'est-ce que veulent dire qu'est-ce que tu entends par... C'est une poésie du souffle qui guérit, qui soigne l'âme, qui essaie de recueillir à la fois chez l'autre et en soi-même un joyau, une densité. J'avais un ami que j'ai toujours d'ailleurs, Serge Papiernik, qui est psychanalyste, et qui m'avait dit un jour, il nous faut supporter l'intensité. Et j'avais mis d'ailleurs, j'ai déjà écrit en le citant bien sûr, cette phrase en exergue de certains de mes livres. Il faut assumer cette intensité. Et je crois que c'est le travail du poète et de l'écrivain et des artistes en général.
Alors, moi, je vais lire un extrait de ton recueil humoristique. Vous sentez-vous à l'article de l'humour, suivi de toutes mes considérations de mots, et qui est paru aux éditions Unicité. J'ai plus souvenir, c'est 2021. C'est ça. Voilà. Alors, je vais lire un extrait de la première partie. Vous sentez-vous à l'article de l'humour, voilà. La paresse. Au fond de mon crâne et un autre enveloppement sous vide paraissent mon cerveau. J'ai eu beau photocopier le temps et bien le documenter, rien n'y fait. Mon cerveau assène redoutablement des rêves fragiles qui ne tiennent pas dans les événements. Pris dans un cristal, il crée des dispositifs tactiques pour refléter passivement ses réflexions où rien n'advient. Quelle science savante que le vide qui monte à la surface. Hypnose épurée et magnétique, où l'on range le jour et le soir dans les dialogues de l'utopie restant en l'état. D'où procède ce songe ? Demandent les bibliothèques discursives. Allez savoir, répond mon cerveau en congé. Prière de laisser le non-lieu comme vous l'avez inventé. Surtout ne rien toucher. C'est cela, ne rien faire, écouter silencieusement minuit qui fait du goutte à goutte. Longer la fin de toute chose et plonger, sans y penser, dans des récits occasionnels, là où l'impasse devient magique, me dit le mode d'emploi qui me tombe des mains. Je me donne au moment, initié instant après instant, puis me laisse décider par l'abstraction. Le ciel concave regroupe mes réactions. J'aménage les automatismes et parle couramment l'inconscient, jolie sève à élévation. Je trace le vide pour première fonte et me laisse méditer par le transport qui m'accroît. Rien d'autre à signaler. Le temps me replie dans une montre molle. C'est la léthargie des songes, le domaine à distiller, à siroter sans aucun écher pour mettre en double perspective. Dans l'absence de cadre, prière d'insérer l'écoulement et autres images qui en découlent, démoulées quand vous aurez amassé un peu de temps. Et je lis un extrait de Toutes mes considérations. Bref, comment prendre le pouls du con ? Le con n'a pas d'angoisse. Une telle quantité d'absence au centimètre carré. On en attraperait des sueurs d'inexistence. Lui, non. Sa vie futile est une affaire sérieuse, car l'humour est la chose dont les cons manquent le plus. Inoxydable, le con n'a pas de pause. Toujours, il se censure. Jamais ne se censure. Increvable. Il a raison. Pris dans son jus, le con a des perspectives illimitées. Parfaitement indétectable dans la foule. Le con est cependant diagnosticable en privé. Le con peut donc être vous ou moi. Le con a l'intelligence bipolaire. Au « qui suis-je » il répond « ou bien ». Ah, vous êtes né ? Il coche la case « oui ». Comme vous voyez, ça nous évente. Être con ou ne pas l'être, là est la question. Rien que d'y penser, notre homme est épuisé d'avance. Comme dirait Fabrice Lucchini, d'un calibre aristotélicien. Aristote, quand on vous dit Aristote, vous vous en tirez en disant « j'ai lu des passages ». Ça évite d'être pris pour un con. Comme ça, vous avez l'air plus conforme. Donc,
d'un calibre aristotélicien, disais-je. Son QI a la bourde vertigineuse et offre un écho flasque par voie buccale. Entamé par une cervelle aux abois, sa connerie devient métaphysique. Vous écoutez Lire du dire, Fréquence Paris pluriel, 106.3. Et je suis avec Anne de Comines, qui est poète, romancière, prête-plume. On va dire prête-plume, hein, je le dis prête-plume, parce que c'est rempli d'un tas d'expériences et de choses, de belles choses. Éditrice, et j'en passe. Et elle est avec nous pour évoquer ses 3 dernières publications, dont son recueil humoristique, dont je viens de lire un extrait, Vous sentez-vous à l'article de l'humour, suivi de toutes mes considérations. Alors, on évoquait l'écriture poétique, l'écriture romanesque, l'écriture tout court. Je pense que on est au-delà des catégories génériques quand on évoque ton écriture, mais tout de même, explique-moi pourquoi tu as appelé ce recueil, comme c'est écrit en prose, même si on gomme les catégories génériques, pourquoi tu dis mon recueil humoristique, un recueil de poésie humoristique? Comme je le disais tout à l'heure, chez moi, qu'il s'agisse de la prose ou de la poésie, je tiens toujours à écrire sous forme poétique. Les textes issus de Vous sentez-vous à l'article de l'humour ont été écrits dans le cadre du buffet littéraire qui est dirigé par notre ami François Minot, et il s'agissait d'exercices de style que j'ai rassemblés au bout de plusieurs années. Mais c'est une écriture qui à la fois se veut drôle. Je trouve que la poésie a une image souvent mal perçue, une image assommante, une image qui a vieillotte. Et je trouve ça très très dommage que la poésie soit si peu répandue et souffre d'une image qui la dessert. Donc je tiens à varier les styles pour ne pas m'enfermer dans du Anne de Comines pur sucre. Et j'ai voulu, avec bonne humeur, faire rire un peu mes lecteurs. Et en ce qui concerne, avec toutes mes considérations, il s'agit d'un texte de scène qui, j'espère, un jour verra peut-être le jour. Et tu as dit la poésie a une image qui la dessert, c'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser quelle est cette image et en quoi ça la dessert? Alors, je pense qu'elle a d'abord une image d'hermétisme. Beaucoup de gens dans le public, quel que soit ce public, a l'impression que c'est une écriture réservée, avec l'aura de l'écrivain, comme il y a l'aura de la diva d'opéra. Et je trouve ça dommage, parce que la poésie sert l'intérieur. C'est une chambre intérieure, une chambre des échos, une voix confidente, qui est un travail sur la sensibilité. Et je trouve ça dommage que souvent le public la redoute, pense que elle est inaccessible, elle est incompréhensible. Et moi, j'essaie de faire connaître justement des poètes en les écoutant, en les lisant, en les interviewant, pour essayer de répandre ce travail qui avait été amplement commencé par le printemps des poètes, le marché de la poésie. Mais je regrette que cette poésie soit un peu l'objet d'un entre-soi. Je trouve qu'il est difficile, dans notre monde actuel de rapidité, d'image, de virtualité, d'immédiateté, de faire passer cette petite voix à l'intérieur de nous-mêmes qui chuchote nos beaux jours intérieurs. Si on regarde le travail du commando des souffleurs, ils ont pour politique
de libérer cette voix intérieure Mmh. dans des lieux publics, des lieux qui sont happés par les médias, par la pensée ambiante ou la non-pensée ambiante, ou par la vacuité, pour justement permettre aux écoutants, aux gens qui marchent autour dans la ville, de pouvoir justement se rendre audibles à eux-mêmes. Mmh. Les souffleurs, pardon, chuchotent de la poésie à travers des rossignols qui touchent l'oreille des gens, et pour leur permettre de se réapproprier ce qu'ils sont et qu'ils ont oublié. Donc je fais ce même travail avec les soirées poétiques que je monte chez Maîtresse Elva, cet atelier d'artistes dans le 15e arrondissement, pour essayer de faire découvrir des poètes contemporains qui sont pas enseignés dans les écoles, et j'ai le nette impression que la poésie recule dans les programmes scolaires. Justement, moi je vais lire un extrait de ton premier roman, Un chemin spectaculaire, un chapitre qui s'appelle « Ces forces qui nous composent ». Théo a retiré son masque et laisse la pénombre découper mon profil. Il monte sur la scène, s'assied en tailleur dans le silence. Petit à petit, un noyau d'énergie me parvient, me pénètre, m'adoube. Il vient de me communiquer une matière invisible, une science insondable. Je me sens inondée par un flux innommable. Ma conscience s'éclaire à la faveur de son épée de feu imaginaire. Désormais, j'appartiens à son cercle. Nos âmes seraient-elles définitivement reliées ? En tous les cas, je porte désormais cette responsabilité. Les plus hauts enseignements sont silencieux, m'affirme Théo. Nous restons ainsi l'un et l'autre dans nos aventures immobiles. Je ferme les yeux, mon être monte en mes mains. Le silence m'agrandit. J'apprends l'intensité, la maturité opère. Théo descend de la scène, s'avance vers moi et me bande les yeux. Mélange de crainte et de volupté, curieux émoi où j'amorce ma descente. Je sens mon corps, son poids sur la chaise, mes sentiments circulent sous ma peau. Je suis vivante. Et quelque chose me nomme à plus haut que moi, dans un champ vaste et enveloppé. Maintenant, tu vas doucement m'écouter, me dit Théo. Je le sens à quelques mètres de moi. Que va-t-il m'arriver ? Demande-je dans mes brumes. Rien de dangereux. Tout va bien se passer. Répète après moi. La connaissance est une co-naissance. J'épelle bien chaque syllabe, le dos droit, les mains sagement posées sur mes genoux. Tu es en état de réceptivité, tu es comme une enfant qui absorbe la connaissance. Mais hier, tu t'es révélée et maintenant, je vais t'aider à l'appliquer. Tu vas devenir opérative et nous allons faire de la route ensemble. Connaître, savoir, opérer, se taire. Que ces mots t'accompagnent tout au long du chemin qui sera désormais le tien. Je vais t'enseigner les muses, l'art du dire, l'incantation des forces et tu ajusteras simplement ta présence. Devant cette invitation si solide, je me prépare assidûment. Je croise mes mains, ferme les yeux sous le bandeau et sens la chaleur des bougies. Ma concentration est totale, tout en moi se tourne vers Théo. Consens à ton être comme un poème pur. Approche cette parole perdue, abritée depuis si longtemps dans sa gangue. La poésie va t'aider.
car elle est cet entretemps de Hamlet. L'entretemps est mien, dit Hamlet, par la plume de Shakespeare qui écrit et agit entre midi et minuit. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et c'est Lire du Dire, émission littéraire. Je reçois aujourd'hui Anne de Comines, poète, romancière, éditrice, prête plume, c'est-à-dire qu'elle écrit la vie des gens, elle transcrit le parcours existentiel des gens. Là, j'ai bien dit, j'espère. Voilà, Anne, et je viens de lire un extrait de ton roman, Un chemin spectaculaire. Est-ce que tu peux nous en parler de ce roman? Qu'est-ce qui t'a, après 30 ans d'écriture, pourquoi as-tu écrit un roman? Pourquoi la fiction? Où est la fiction? Comment ça marche, la fiction? Alors, j'ai voulu m'essayer Ouais. à pénétrer l'univers romanesque avec tout le travail de construction d'une histoire, ne jamais perdre le lecteur. Et je me suis penché sur un personnage qui souhaite rester anonyme et qui mêle à la fois son art du théâtre et son cheminement initiatique. Et j'ai donc voulu ériger le co-cheminement que nous menons ensemble lorsque nous cherchons, lorsque nous voulons révéler. Tout cheminement initiatique est une remontée à ses initiales. Et j'ai voulu épeler ces initiales tout au long du livre. Donc, c'est un chemin qui m'a pris 2 ans de construire, d'écrire ce roman, mais je ne recommencerai pas tout de suite. C'est quand même un travail très très poussé, aussi bien dans le fond et la forme, et j'ai souhaité que ce soit un travail poétique aussi, dans le style que j'ai tenu à garder, un style bourré d'images, bourré de sensations et de magie, d'opérations magiques. Donc c'est toujours ce travail du langage qui est le même, qu'il s'agisse de poésie, d'écriture romanesque ou de biographie. Et est-ce que c'est aussi la raison pourquoi, j'ai envie de te demander, comment tu as porté la poésie à la scène? Parce que ça aussi, c'est aussi faire de la poésie quelque chose de l'ordre du langage dramatique quelque part, ou non? Comment ça fonctionne finalement? Et pourquoi tu as souhaité créer des spectacles avec ta poésie? Alors, ce sont des commandes. Oui. Je réponds à des commandes théâtrales. Et je trouve, si je puis dire, que la scène est une restitution des essences. C'est-à-dire que le ton du comédien, la mise en scène du metteur en scène est une manière de redonner vie à un texte qui s'adresse à l'âme. Et c'est là où l'opération du verbe agit. C'est-à-dire que ce n'est pas une reconnaissance du public, c'est une reconnaissance du metteur en scène pour ce qui m'anime au moment de l'inspiration. Donc c'est une mise en mouvement de cette inspiration. C'est une comme on disait tout à l'heure, une manière trait d'union, prêter, c'est-à-dire de prêter son intérieur. Et lorsque je travaille avec des comédiens, que ce soit au Suden Théâtre ou à la scène, je retrouve cette manière de conjuguer nos intériorités. Et donc, c'est une poésie qui intervient comme une respiration dans la pièce, comme une virgule, comme un souffle. Et est-ce que c'est
on retrouve, c'est un moyen de finalement communier avec le public, de partager ce qu'on peut pas dire finalement, cette fraternité, ce socle commun à tous les humains. Est-ce que c'est ça, lire la poésie ou la mettre en scène? Alors, je pense que c'est la manière d'être adoubé par l'invisible, aussi bien pour l'auteur que pour le public. Que c'est vrai pour le metteur en scène qui effectue un métier de démiurge. Et c'est vrai pour le comédien. C'est-à-dire que chacun se met debout. Chacun atteint sa verticalité au travers des mots et la communique. Lorsque le public applaudit à un spectacle, quel que soit ce spectacle, on ne sait pas bien à quoi il applaudit, mais on donne le meilleur de soi. On lui rend son âme. On donne de nous-mêmes et on donne une essence. Et c'est à cette essence que les gens se mettent en mouvement et applaudissent. Donc, comme tu dis, c'est une com-union. Ouais. C'est un moment d'unité. Je remarque que tu tires, en fait, tu coupes les mots et c'est vrai que tu leur restitues finalement j'ai pas envie de dire leur essence, mais finalement le schème, le sens qu'ils ont fondamentalement en les séparant comme ça, tu nous les rends audibles. J'ai toujours été amusé que Jacques Lacan s'appelle Lacan. Je trouve que pour un psychanalyste, c'est vrai. C'est quand même une totalité en soi-même. Voilà quelqu'un qui a soufflé sur sa destinée et sa destinée le lui a bien rendu. C'est vrai. Et maintenant, alors, prochainement, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui est prévu? Tu écris quoi? Un recueil? Tu es toujours, évidemment, directrice de collection aux éditions Unicité. Tu travailles avec François Mocaer, que j'ai quand même envie ici de saluer, parce c'est un homme extraordinaire, adorable, voilà. Très disponible et très ouvert à la fois à la variété des styles et aux variations littéraires. Très ouvert et il publie à la fois de la poésie, de la spiritualité, du roman, du récit. Il a une très grande ouverture et travaille nuit et jour à faire connaître ses auteurs. Oui, il est très engagé. Il est très engagé. Et moi, je suis très heureuse d'avoir mes 2 collections chez lui. Ça, je peux comprendre. Et toi, alors, tu écris quoi? Alors, je prépare la sortie d'un livre d'art de photos et textes co-réalisé avec Fred Wallich, qui est photographe, plasticien, poète, musicien, notamment saxophoniste et auteur. Ce livre s'appelle « À l'échelle du vide ». Il va paraître chez Unicité avant la fin de cette année. Et là, je m'attelle également à une vidéo avec le poète et vidéaste et musicien Claude Ivans sur des tableaux de Georges Tafur Garcia. Et puis, nous allons croiser les textes de Claude Ivans et les miens. Ce livre cette vidéo est prévue pour 2023. Merci beaucoup. Merci Anne de Comines d'être venue. Merci infiniment à toi. Merci à toi Carole, merci beaucoup.